Dans cette vidéo, nous passons à la section 2 du chapitre 5 sur les problèmes d'information. Et au cours de cette section, nous allons nous intéresser à différents modèles théoriques qui ont été élaborés par différents auteurs. Ce qu'on a pu voir à la fin de la section précédente, c'est qu'il existait des solutions empiriques aux problèmes de la sélection inverse et du risque moral. Nous allons dorénavant aller encore un peu plus loin dans l'analyse des solutions qui peuvent être mises en place à travers l'étude de 3 modèles théoriques. Et ce qu'on va voir avec ces modèles théoriques, c'est comment est-ce qu'on peut finalement résoudre les problèmes d'information pour permettre un meilleur fonctionnement des marchés. Et on verra que dans ces 3 modèles théoriques, les solutions peuvent émaner soit des demandeurs, soit des offreurs, c'est-à-dire de l'une ou l'autre des parties à l'échange. Donc, nous étudierons 3 modèles, le modèle du search, le modèle du signaling et le modèle du screening, et nous identifierons à chaque fois de quelle partie émane la solution qui est mise en place. Commençons avec le premier modèle, le modèle du search, qui a été initié par Stigler en 1962. Et l'objectif premier de cet article est d'essayer de voir comment est-ce que la prise en compte de l'asymétrie d'information va modifier le comportement de maximisation sous contrainte des individus. Donc, Stigler va regarder comment est-ce que les individus sur les marchés intègrent les contraintes qui sont celles de l'information imparfaite dans leur calcul d'optimisation. Et donc, Stigler le fait en s'intéressant au marché du travail, mais on verra que ça peut également avoir une résonance sur n'importe quel marché. Le point de départ de son analyse, c'est effectivement l'information imparfaite, et les modèles de search vont partir du fait que l'accumulation d'informations, ce n'est pas quelque chose de gratuit, c'est un coût financier, mais également un coût en termes de temps consacré et d'énergie consacrée. Et pour chaque décision économique, il existe en réalité une quantité optimale d'informations. Et c'est un élément sur lequel on avait déjà eu l'occasion de discuter en amphi, mais le temps que vous allez consacrer à collecter de l'information et à traiter de l'information ne sera pas du tout le même selon que l'objet que vous voulez acheter ou le service dont vous avez besoin est quelque chose de très simple et de très standard, comme un bien de consommation courante, ou quelque chose de beaucoup plus engageant d'un point de vue financier. Donc si par exemple vous voulez acheter un ordinateur, une voiture ou un appartement. Et donc ici, ce que montre Stigler, c'est que la décision optimale en situation d'information imparfaite, elle peut s'apparenter à la métaphore d'un vote avec les pieds, c'est-à-dire un processus par lequel le consommateur va aller voir ce qui se passe auprès de plusieurs producteurs potentiels. Ou alors un travailleur va aller chercher de l'information auprès de différents employeurs potentiels pour voir quelles seront les conditions proposées, notamment les conditions salariales. Et donc, cet arbitrage, il est central puisqu'il va permettre de faire jouer la concurrence. Et plus les consommateurs ou plus les travailleurs font jouer cette concurrence, eh bien, plus on observera une réduction progressive de la dispersion entre les niveaux de prix et de qualité qui sont offerts par les entreprises ou les niveaux de salaire qui sont offerts par les employeurs. Donc, si on prend l'exemple de la recherche du prix pour le consommateur, le modèle du search, ce serait cette situation où on a un bien qui est homogène avec un consommateur qui ignore à quel prix ce bien est vendu dans les différents magasins qui le proposent. En revanche, il connaît le prix moyen et il connaît l'écart type. Donc, il connaît la distribution. Ce qu'il ne sait pas, c'est dans quel magasin est-ce qu'il va trouver le prix le moins cher. Et donc, il va aller dans un premier magasin et ensuite, si ce n'est pas là qu'il peut obtenir le prix le plus faible, parce qu'il s'aperçoit que ce qu'il observe, c'est le prix moyen et il sait qu'il y a un écart type non nul, donc il pourrait trouver moins cher ailleurs, ce qu'il doit faire, c'est mettre en balance le gain potentiel qu'il réalisera s'il décide d'aller dans un autre magasin, avec le coût associé au fait d'aller dans cet autre magasin et potentiellement de retrouver le même prix que celui qu'il a immédiatement. Et donc, en permanence, c'est cet arbitrage qui est fait par les individus entre engager des coûts pour continuer à chercher une meilleure offre ou accepter l'offre qui est proposée dans l'immédiat. Et donc, ici, l'objectif, c'est d'égaliser les recettes et les coûts supplémentaires associés à ces recherches et de prendre le prix le plus favorable qui est rencontré au terme de cette approche qui se fait de manière séquentielle. C'est exactement la même chose que ce qui est donc proposé par Stigler dans son modèle sur la recherche d'emploi. Les travailleurs on suppose que le travailleur connaît la distribution moyenne de la variable aléatoire que serait le salaire. Il sait combien d'entreprises en moyenne proposent ce niveau de salaire, mais il ignore quelle entreprise offre quel salaire. Et donc, il y a des coûts engagés à la recherche d'emploi
des coûts directs, donc des coûts de déplacement, il y a aussi des coûts psychologiques associés à la désutilité de la position de demandeur d'emploi, et des coûts d'opportunité, dans la mesure où plus l'individu prend du temps pour se décider sur l'offre d'emploi qu'il va accepter, et plus il retarde le moment où il va effectivement être rémunéré, et donc il y a un coût d'opportunité, puisqu'il n'y a pas de salaire pendant la période de recherche d'emploi. Et donc la règle d'arrêt optimal, telle qu'elle a été énoncée par McCall en 70, va être de déterminer un salaire de réservation, c'est-à-dire à partir de quel niveau de salaire l'individu va arrêter son niveau de recherche. Et donc, comment est-ce que le programme de maximisation va être effectué par les individus? Eh bien, ça consiste à fixer ce niveau de salaire de réservation et la longueur de la recherche de marché nécessaire à son obtention sera obtenue via la résolution du modèle. Et les résultats théoriques de ce modèle montrent que plus la dispersion est grande, c'est-à-dire plus on observe des écarts importants d'une entreprise à l'autre par rapport au niveau de salaire moyen qui pourrait être obtenu, et bien plus la recherche sera longue, puisque les individus seront prêts à supporter des coûts supplémentaires pour trouver une offre qui soit potentiellement plus intéressante. Donc, on en a fini de l'analyse du modèle du search. On voit bien ici que la solution qui est mise en place, elle est mise en place par l'individu qui souffre d'une asymétrie d'information. Donc, il essaye d'obtenir davantage d'informations en mettant en balance le coût associé à la recherche d'informations et les gains qu'il peut en obtenir. Dans le modèle du signaling, c'est un petit peu différent, puisque cette fois-ci, la solution, elle n'est pas mise en place par l'individu qui manque d'informations, mais elle est plutôt mise en place par l'individu qui a de l'information. Et donc, l'idée du signal, c'est assez intuitif, c'est l'idée de se signaler, de montrer aux individus et de révéler, de montrer son type aux autres individus et de se signaler, notamment quand on est un agent de bonne qualité, entre guillemets. Donc, le signal, c'est d'accepter de supporter un coût supplémentaire pour signaler sa qualité. Et c'est une solution au problème de sélection adverse tel qu'il a été défini lors des vidéos précédentes. Donc en effet, si on s'intéresse par exemple à la situation sur le marché de l'emploi, eh bien en situation d'information asymétrique, ce qui va se passer, c'est qu'un futur employé pourra être prêt à supporter des coûts pour signaler sa compétence, pour éviter ce phénomène d'effondrement partiel du marché où les employeurs refuseraient de dépasser un certain niveau de salaire qui conduirait les bons candidats à sortir du marché et les entreprises finalement à se rabattre sur les individus qui sont plus faiblement productifs. Évidemment, pour que ce signal soit considéré comme crédible et pour que ça puisse servir concrètement à un employeur pour se dire qu'il sera prêt à payer tel individu 20 € de l'heure et tel autre individu 50 € de l'heure, il faut que ce signal soit crédible, c'est-à-dire que ce signal doit être beaucoup moins coûteux à envoyer pour un individu bien formé que pour un individu qui l'est moins. Et à l'inverse, si on a un signal qui est peu coûteux à envoyer, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le risque de comportement opportuniste qui consiste à se faire passer pour un bon agent alors qu'on est un mauvais agent, pour un bon employé alors qu'on est potentiellement un mauvais employé, eh bien, ce signal, il sera envoyé par tout le monde. Donc, typiquement, est-ce qu'une lettre de motivation est un signal efficace? Non, puisqu'il est très peu coûteux de rédiger une lettre de motivation où on va se déclarer comme étant très performant, très motivé et très productif. En revanche, il y a d'autres types de signaux qui sont beaucoup plus pertinents dans la mesure où il sera beaucoup moins difficile à émettre pour un individu qui est effectivement productif et bien formé et motivé que pour un individu qui l'est moins. On peut prendre des exemples très simples. Sur le marché du travail, le diplôme est considéré comme étant un bon signal et c'est d'ailleurs l'exemple initial qui est donné par Spence. Donc ici, effectivement, les bons étudiants sont prêts à investir dans une formation plus longue, plus coûteuse en termes de temps et d'énergie notamment, car cela leur permet d'espérer avoir un poste qui sera bien rémunéré, mieux rémunéré après l'obtention de leur diplôme. C'est une stratégie qui peut permettre d'aboutir à un équilibre séparateur dans la mesure où le signal est coûteux et qu'il est moins coûteux pour les bons que pour les mauvais candidats. En revanche, l'obtention du signal étant coûteuse, eh bien même les bons candidats sont obligés de supporter ce coût d'investissement supplémentaire dans l'obtention du diplôme pour envoyer le signal. Donc l'équilibre qui est atteint, on n'a plus ce problème d'effondrement partiel du marché, c'est-à-dire que et les bons et les mauvais candidats vont trouver à être employés à des niveaux de salaire qui correspondent à leur niveau de productivité, mais pour ce faire, les bons doivent supporter un signal et donc l'équilibre est sous-optimal par rapport à la situation d'information parfaite.
On peut reprendre l'exemple d'Akerlof sur le marché des voitures d'occasion, et un très bon signal ici serait par exemple le fait d'offrir une assurance. Donc, une assurance peut plus facilement être proposée par les individus qui ont confiance dans la qualité de leur véhicule que par les individus qui n'ont pas pris soin de leur véhicule par le passé. Donc ici, cela pourrait conduire à des équilibres séparateurs, car si on reprend les chiffres de la section précédente, je serais disposé à dépenser 5 000 € pour acheter une voiture dont le vendeur m'offre une garantie. En revanche, si le vendeur refuse de me proposer une garantie, je peux en déduire qu'il s'agit d'une voiture de moins bonne qualité et donc je serais disposé à payer seulement 2 000 €. Donc j'aurais bien un équilibre séparateur avec deux prix et deux sous-segments de marché et je mets fin à ce problème d'effondrement partiel du marché. Toutefois, le fait de devoir proposer une assurance, eh bien, c'est un coût que supportent les bons agents à cause de la présence de mauvais agents, de manière à pouvoir se signaler. Donc ici encore, les mesures correctrices mises en place ici, dans le cas du signal à l'initiative des vendeurs, permettent d'atteindre l'équilibre, mais c'est un équilibre qui est moins efficace, qui est sous-optimal par rapport à celui qu'on aurait obtenu si l'information avait été parfaite et symétrique. Enfin, le dernier modèle dont on va parler dans le cadre de cette section est le modèle du screening, qui a été développé par Rothschild et Stiglitz en 1976 à travers leur étude du marché de l'assurance. Et on va voir ici comment est-ce que l'équilibre séparateur peut être atteint via la proposition d'un menu de contrat. Et on peut souligner dès à présent que ici, la solution est mise en place à l'initiative de la partie qui est la moins informée. Donc, dans la relation assureur-assuré, il y a effectivement une caractéristique inaltérable du bien échangé qui est le fait que l'individu soit un individu à risque ou moins à risque. Et ça, c'est une caractéristique que seul l'assuré connaît. Seul vous savez si vous êtes un conducteur prudent ou au contraire si vous êtes quelqu'un qui a tendance à prendre beaucoup de risques dans sa conduite. Quel est l'intérêt de l'analyse du secteur de l'assurance? C'est que les contrats d'assurance, ce sont des contrats plus complexes que les simples contrats d'achat-vente car il y a deux éléments dans le contrat, deux prix différents. Il y a ce qu'on appelle la prime, c'est ce qui est payé par l'assuré de manière à pouvoir bénéficier d'une assurance. Donc, c'est le prix pour souscrire au contrat. Donc, on paye une certaine somme annuellement ou mensuellement, mais pour être assuré. Et ensuite, il y a l'indemnité à laquelle l'assuré a droit si un dommage est prévu dans le contrat. Si un dommage qui est prévu dans le contrat se réalise. Et on va soustraire de cette indemnité qui est perçue par l'assuré en cas de problème un autre prix qui est la franchise. Donc, un exemple, vous avez un accident avec votre véhicule. Si vous en avez pour 1 000 € de réparation et que votre franchise est de 200 €, eh bien, vous allez percevoir seulement 800 €. Et donc, ici, l'existence de ces deux prix va permettre de pouvoir proposer des contrats différents et cela va amener les individus à s'auto-sélectionner, c'est-à-dire qu'en choisissant un contrat plutôt qu'un autre, eh bien, ils vont révéler à l'assureur quel est leur profil de risque. Donc, faisons l'hypothèse qu'on a deux types d'agents, des agents à haut risque et des agents à bas risque. Donc, dit autrement, les agents à haut risque ont une forte probabilité d'accident et ceux à bas risque ont une faible probabilité d'accident. Les agents connaissent leur propre probabilité de subir un dommage, mais les assureurs ne le savent pas. S'il n'y avait aucune asymétrie d'information, ce serait assez simple puisque les assureurs proposeraient des contrats en fonction du type des agents et donc ils proposeraient aux agents à bas risque un contrat avec une prime faible qui compense le dommage à 100%, donc avec une franchise qui serait égale à 0. Et on proposerait aux agents à haut risque un contrat cher, donc avec une prime élevée, et avec également une franchise positive. Comme il y a de l'asymétrie d'information, c'est-à-dire que les assureurs ne connaissent pas le type des agents, ils ont simplement une connaissance de leur distribution. Ils savent qu'il y a sur le marché des bons conducteurs et des mauvais conducteurs. Et donc, partant de là, comme ils savent qu'il y a deux types de conducteurs différents et qu'ils ne peuvent pas les différencier, ils ne peuvent pas proposer un contrat unique, car si on propose un seul et unique contrat, il va être choisi par tous les agents et l'assureur ne sera pas en mesure de les différencier. Et donc ici, il y a un risque d'équilibre mélangeant, puisque les assureurs ne vont proposer que des contrats dont la prime va couvrir l'espérance des indemnités versées en tenant compte d'un risque moyen. Et à ce niveau de prix, eh bien, les assurés qui sont les plus intéressants, c'est-à-dire ceux qui ont une faible probabilité de dommage, eh bien, vont supporter un surcoût qui est lié à l'existence des assurés à haut risque. Et le risque, c'est même qu'ils refusent de s'assurer, qu'ils préfèrent s'auto-assurer, entre guillemets, en estimant que le risque est trop élevé. Comment est-ce que les assureurs règlent ce problème? Eh bien, ils vont obliger les agents à révéler leurs informations
en proposant non pas un contrat unique, mais en proposant ce qu'on appelle un menu de contrat, c'est-à-dire plusieurs contrats différents au sein desquels on va faire jouer les différents types de prix de manière à forcer les individus à s'auto-sélectionner et, ce faisant, à révéler leur information privée. Et donc, ce qui va être fait par les compagnies d'assurance, c'est d'introduire des contrats avec des franchises, donc une part qui est non remboursée, avec, en jouant donc sur le niveau de la prime et sur le niveau de la franchise. Pour les agents à haut risque, ces individus, pour ne pas payer la franchise, ils seront prêts à payer plus cher la prime d'assurance. À l'inverse, les agents à bas risque, ceux qui ont assez peu de chances finalement de subir des dommages, cela n'est pas très grave pour eux d'avoir une franchise plus élevée, car ils ont une faible probabilité d'avoir un accident, et donc eux préféreront avoir des primes mensuelles qui seront moins coûteuses. Et donc, on va proposer deux types de contrats. Un avec une prime faible, donc il coûte assez peu cher de s'assurer, mais avec une franchise très élevée, c'est-à-dire qu'on sera moins bien remboursé en cas d'accident. Et un autre contrat avec une prime élevée, c'est-à-dire que cela coûte cher d'être assuré. En revanche, une franchise faible, c'est-à-dire qu'en cas d'accident, l'indemnisation sera complète. Et donc, ce qui va se passer ici, c'est que les agents à bas risque vont se diriger plus généralement vers le premier contrat, tandis que les agents à haut risque vont privilégier le deuxième contrat. Et donc, on voit bien ici cette idée de la révélation de l'information via la sélection, puisque en choisissant un contrat, les agents révèlent quel est leur vrai niveau de risque. Et donc, on a bien effectivement une révélation de l'information privée et on a une solution finalement à l'effondrement partiel de ce marché, puisqu'on n'est plus dans la situation où les bons conducteurs seraient tentés de ne pas souscrire aux assurances qu'on leur propose et de s'auto-assurer par eux-mêmes. Ici, on aura bien un marché complet avec des solutions assurantielles qui seront proposées aux bons comme aux mauvais conducteurs. En revanche, il ne s'agit toujours pas d'un optimum de premier rang, mais d'un optimum de second rang. Pourquoi? Car les bons conducteurs supportent un coût supplémentaire lié à l'existence de mauvais conducteurs sur ce marché. Et le contrat que eux mériteraient, entre guillemets, ce serait un contrat avec une franchise faible et une prime faible. Mais vous comprenez bien que les assureurs ne peuvent pas proposer ce type de contrat, puisque ce seraient les contrats préférés par tout le monde et on retomberait automatiquement dans un équilibre mélange.